Après des années d'attente, un nouvel épisode de Animal Crossing va enfin arriver. Une sortie en grande pompe qui sera accompagnée par une Switch spéciale en édition limitée. Malgré une façon de jouer différente de ce qu'on connaît et de ce qu'on voit habituellement dans les jeux vidéo, la formule et la série est devenue un véritable succès. Mais si Animal Crossing et surtout tous ses habitants ont conquis le cœur des joueurs et des joueuses, au début du développement, Animal Crossing aurait pu ressembler à toute autre chose. Et l'histoire de son développement est aussi atypique que le titre dont il a accouché. Pour imaginer à quoi aurait pu ressembler Animal Crossing si les game designers avaient suivi leur idée, il faut que vous visualisiez le Animal Crossing que vous connaissez. Visualisez le village, votre maison, les magasins, remémorez-vous tous ces compagnons et ces villageois que vous avez rencontrés au cours de toutes vos parties. Et bien maintenant, oubliez tout. Absolument tout. Parce que, à l'origine, Animal Crossing devait être un dungeon crawler. Animal Crossing devait être un jeu où on avance dans les différents donjons, un jeu où l'on bat différents ennemis, différentes créatures au fur et à mesure qu'on progresse. Les animaux étaient déjà bien présents, mais ce n'étaient que des animaux. Ils n'avaient pas de personnalité, pas de dialogue, pas d'habits, et suivaient le joueur à quatre pattes ou, pour les oiseaux, en volant au-dessus. C'était simplement des animaux. Bref, très loin de ce à quoi ressemble le jeu aujourd'hui. L'idée de ce donjon Animal Crossing, c'était de progresser dans des donjons accompagnés de plusieurs animaux, qui nous suivaient les uns derrière les autres comme on peut le voir dans les RPG japonais des années 90. Le joueur n'avait aucun pouvoir et devait compter sur ces animaux pour progresser. Certains devaient certainement mieux combattre alors que d'autres devaient pouvoir déplacer certains objets, ou avoir certaines particularités uniques. Pour vous donner une idée, imaginez un mélange entre Pokémon Donjon Mystère et les phases où on utilise les CS dans les jeux Pokémon. On combat, on déplace les rochers et on progresse jusqu'à être bloqué. Parce que l'idée derrière ce dungeon crawler, c'est que plusieurs joueurs puissent jouer de façon asynchrone. On commence une partie avec nos animaux qui ont chacun une capacité définie, on avance et au bout d'un moment on est bloqué. On ne peut absolument plus avancer et aucun de nos animaux ne peuvent nous aider. Et c'est à ce moment-là qu'un autre joueur prend le relais, avec son propre personnage et son set d'animaux complémentaires. Un système de jeu original et unique que Katsuya Eguchi a imaginé en s'inspirant directement de sa propre vie et de son expérience. Eguchi est né et a fait ses études à Tokyo, et lorsqu'il intègre Nintendo en 1986, il doit déménager à 450 km de là, à Kyoto. C'est un gros changement, il vit seul, loin de sa famille, et ne connaît personne. C'est un moment très difficile pour lui. Cette solitude, ce sentiment d'être loin de ceux qu'il aime, le marquera longuement. Et ça le marquera d'autant plus que plusieurs années plus tard, quand il fonde une famille à Kyoto, il se rend compte qu'avec le développement prenant et le travail intensif que demandent les projets sur lesquels il travaille, il n'a plus vraiment le temps de jouer avec ses enfants. Il rentre tard après ses journées à Nintendo et il n'a quasiment plus le temps de voir sa femme non plus. Et de nouveau, ce sentiment qu'il ne connaît que trop bien revient. La solitude, l'isolement, l'impossibilité de voir sa famille, ses enfants, sa femme. Et de ce sentiment naît une idée. Une simple idée qui va donner la base de Animal Crossing. Ou du moins du Animal Crossing version donjon. Il imagine un jeu où ses enfants joueraient la journée jusqu'à être bloqués, puis en rentrant le soir, il peut jouer à son tour, découvrir jusqu'où ses enfants ont avancé et les débloquer, les aider, garder un lien avec eux même s'il ne peut pas les voir. Et lorsqu'on lui propose de faire son propre jeu à Nintendo, il garde ses souvenirs avec lui et décide de faire de son jeu idéal une réalité. Lorsqu'il développe ses donjons de Animal Crossing, il pense son concept et tout son jeu pour la Nintendo 64 DD. C'était un rajout de la Nintendo 64 sorti uniquement au Japon qui se connectait directement sur la console et qui augmentait drastiquement sa puissance. Avec la 64 DD, la Nintendo 64 pouvait lire des disques magnétiques spéciaux qui permettaient de lire des données plus rapidement qu'une cartouche, en plus d'une plus grande mémoire disponible sur la machine et sur ses disques. Pour donner une idée, c'était l'équivalent de 8 cartouches Nintendo 64 sur un seul disque. Et plus que ça, la 64DD pouvait même se connecter à un réseau spécial qui permettait la navigation sur internet, l'accès à des messageries et surtout la possibilité de jouer à plusieurs en ligne. Alors pour tirer parti de toutes ces spécificités, il imagine un jeu ambitieux, avec 4 îles au design unique, chacune basée sur une saison, avec sur chacune d'elles un donjon. Ils imaginent un jeu où chaque donjon serait profond, quasiment une véritable aventure en lui-même, avec plusieurs paliers et des niveaux de profondeur. Mais ce qui les intéresse le plus avec la 64DD, c'est sa capacité à calculer l'heure et la date en temps réel, une fonction implémentée de base sur le système qui permet aux développeurs de l'utiliser directement dans leur jeu. Eguchi veut l'utiliser pour différencier les parties des joueurs qui se succèdent sur le jeu. Chacun joue à une heure différente de la journée, à des moments différents, et ça se répercute sur l'expérience de jeu, pensés comme complémentaires les uns des autres. Mais manque de chance, la 64DD fait un véritable flop au Japon. Le système est arrêté avec seulement 9 jeux publiés alors que Animal Crossing est en plein développement. Et c'est la douche froide. Ils avaient tellement pensé leur jeu avec les particularités de la 64DD en tête qu'il leur faut quasiment repartir de zéro. Fini l'énorme quantité de données accessibles à tout instant, fini la mémoire supplémentaire et surtout, fini l'heure en temps réel. Fini la 64DD.
Il décide alors de prendre une décision forte, une décision complètement inattendue et unique qui va changer la direction que va prendre le jeu. Ils se disent, eh bien si on peut pas avoir autant de mémoire, autant se passer des donjons, autant se passer de l'aventure. Ils décident alors de réduire leurs îles à un tout petit village. Mais le problème, c'est que sans aventure, y a plus rien à faire. Alors ils imaginent une maison que le joueur peut décorer, puis ils imaginent des objets à acheter pour décorer la maison, et ils imaginent un magasin pour y acheter ces objets. Et pour tenir ce magasin, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main déjà modélisé, c'est-à-dire un animal. Animal Crossing était né. Enfin, pas tout à fait, parce que si Tom Nook vendait déjà ses objets, il marchait encore à quatre pattes. Mais en faisant des tests de jeu, ils se sont rendus compte que c'était assez étrange d'avoir le vendeur plus bas que le joueur lors des phases de discussion. Alors ils l'ont simplement relevé et rendu un peu plus humanoïde. Voilà, là Animal Crossing était né. Enfin, presque. En recommençant le développement, il garde l'idée qui parcourait tout le projet initial d'un jeu asynchrone, où chacun peut expérimenter le jeu à différents moments. Il décide donc de créer des événements uniques que chaque joueur va pouvoir découvrir à son moment de jeu, comme par exemple les magasins qui ferment le soir ou des poissons qui n'existent que la nuit. Chaque joueur a une expérience unique mais complémentaire les uns des autres. Une expérience où le dialogue sera primordial pour communiquer entre les joueurs, que ce soit en jeu avec la messagerie ou simplement hors du jeu. Et il prolonge cette idée d'expérience unique jusque dans la structure du village, puisque à chaque nouvelle partie, les villages possèdent une disposition et des animaux différents pour chaque joueur. Pour Eguchi, c'est une façon de prolonger le système de communication du jeu, puisqu'avec une disposition unique à chaque joueur, quand on découvre la partie d'un ami, le dialogue s'engage inévitablement. On cherche des points de repère et on discute des différences, comme par exemple les villageois qu'on a rencontrés ou ceux qu'on n'a pas encore vus, les objets qu'on a achetés. Autant dans le jeu que hors du jeu, Animal Crossing est designé pour amener du lien social, des discussions et le partage des expériences. Mais avec cette idée de communication centrale, Eguchi s'imagine mal rentrer chez lui après une journée complète de travail et se mettre à la console. D'un côté, il crée un lien avec ses enfants, mais d'un autre, il perd celui avec sa femme. Alors sur ce jeu qui a un gameplay nouveau, complètement à contre-pied de ce qui se fait à l'époque, il décide aussi de prendre le contre-pied de l'expérience normalement attendue. Au lieu de pousser les joueurs et les joueuses à jouer toujours plus, au lieu de maintenir les joueurs en haleine à battre des scores toujours plus hauts et des boss toujours plus difficiles, il décide que son jeu se jouerait au rythme des joueurs et des joueuses. Il décide que chacun investirait le temps qu'il voulait sans être pénalisé, sans se sentir pénalisé. Alors même si lui et son équipe créent plein d'objets pour décorer la maison, il ne veut pas qu'il y ait de compteurs ou de livres de découverte. Il ne veut pas que les joueurs et joueuses deviennent complétionnistes. Il veut qu'ils arrêtent quand ils en ont envie, quand ils sont satisfaits par l'état de leur partie. Et pour pousser cette idée et limiter les joueurs, il imagine un magasin avec un stock qui se vide au fur et à mesure et qui ferme la nuit. L'expérience que veut Eguchi pour Animal Crossing, c'est qu'on y joue petit bout par petit bout, sans aucune punition. Tout simplement pour que les joueurs et les joueuses maintiennent le lien social avec leur famille et leurs amis. Mais il y a encore un problème, la Nintendo 64 ne possède pas de système capable de calculer et mémoriser l'heure en temps réel. Et sans ça, impossible de différencier les moments du jour et de la nuit, les différentes dates importantes, les saisons. Sans l'heure en temps réel, impossible de différencier réellement les expériences. Sans cette fonction, le projet doit être remanié complètement. Mais heureusement, il trouve une solution et il décide d'intégrer cette fonction directement dans la cartouche. Dobutsu no Mori devient le seul jeu de la Nintendo 64 à posséder une puce spéciale directement dans la cartouche, capable de calculer l'heure en temps réel. Voilà, là Animal Crossing est vraiment né. Il ne reste plus qu'à lui trouver son titre, un titre qui puisse refléter l'ambiance si originale du jeu, de son expérience, un titre qui montre à quel point ce jeu est unique. Et après avoir longuement réfléchi avec toute l'équipe, ils ont la bonne idée, ils sont sûrs de leur titre. Ils vont voir le service de communication de Nintendo et leur présentent le nom de leur jeu. The Day-to-Day Life, la vie jour après jour. Sur ce, le service communication les remercie et les invite à les laisser faire leur métier, avant de retourner essayer de comprendre de quoi parle le jeu. Ils finiront par trouver Dobutsu no Mori, traduit littéralement par la forêt des animaux, qui sera changé en Animal Crossing pour la version internationale, qui ne sortira que bien plus tard sur GameCube. L'histoire du développement de Animal Crossing est profondément atypique. Mais s'il y a une leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'ils n'ont pas hésité à abandonner leur première idée, pour se concentrer sur ce qui est à l'origine de l'idée du jeu. En créant un jeu, il est facile de perdre de vue ce qui nous avait donné l'idée à la base, ce qui nous avait donné l'envie de créer ce jeu, ce qui nous a donné l'étincelle et l'impulsion. En rajoutant des surcouches de système et de game design, il est facile de se perdre et de perdre de vue ce qu'on voulait dire à l'origine. Et c'est ce qui s'est passé avec les donjons de Animal Crossing. Et l'intelligence de l'équipe, c'est d'être revenu à ce qui était important, l'expérience de la solitude de Eguchi. Et de cette expérience, la volonté de créer un lien social et le dialogue.
3 points que Animal Crossing aborde magistralement, au point de parfois aider certaines personnes à se sentir mieux dans un moment d'isolement, pendant une dépression ou dans des moments durs de la vie. Quelque chose que le jeu n'aurait certainement jamais pu atteindre avec un dungeon crawler ou un autre type de gameplay. Ils ont enlevé ce qui était autour de l'idée pour se concentrer sur son cœur, et à partir de là, imaginer des concepts nouveaux. Et finalement, ce que nous dit Animal Crossing, et le conseil que l'histoire de son développement nous donne, c'est de rester fidèle à ses idées, à son expérience, de se rester fidèle. Et surtout, de ne pas hésiter à créer des choses nouvelles, même s'ils ne rentrent pas dans les cases habituelles. Et non, je ne suis pas mort, je n'ai pas arrêté la chaîne non plus, je suis toujours là, je suis toujours présent, toujours la banane, mais j'ai eu beaucoup de mal à écrire en janvier, et c'est pour ça qu'il n'y a rien eu sur la chaîne pendant quasiment un mois, voire même un petit peu plus d'un mois. Ça a été une période assez difficile là, cette reprise, j'avais vraiment pas anticipé en fait tout simplement le contre-coup du défi 365, en plus des vacances où on s'arrête de travailler, on n'est plus finalement dans le rythme, dans tout ça, et on a toute la fatigue qui s'est accumulée et qui arrive en pleine face finalement. Du coup là c'est un peu ce qui s'est passé, et j'ai accusé le coup, donc j'ai bossé sur un planning, sur un nouveau planning, une façon de faire un petit peu différente que ce que je faisais jusque là. Donc ça y est, j'ai un peu eu du mal à écrire, hein, voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça, mais là je pense que c'est derrière moi. Je pense qu'on est bon, on est reparti, on va finir le défi 365 malgré le mois de janvier voilà, qui est loupé. Le mois de janvier est loupé, je peux pas le dire autrement, mais on va essayer quand même de le finir, ce défi. D'autant plus qu'il reste 179 jours, donc on a fait le plus gros est passé, donc on peut continuer complètement. Du coup, merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo. Merci voilà, de continuer à soutenir la chaîne, à regarder les vidéos qui sont publiées ici. Et merci aussi à pour vos messages que j'ai reçus sur Twitter ou autres, vos messages de soutien tout simplement, pas malgré la pause. Ça m'a vraiment fait plaisir, merci à vous. Et merci aussi aux tipeurs, merci aux utipeurs qui ont continué de donner, qui ont continué de soutenir la chaîne, de me soutenir et de soutenir les vidéos. Et malgré cette pause, donc merci encore à eux, merci encore à elles, et merci à vous. Et merci à vous tout simplement. Sur ce, je vous laisse, je finis la vidéo, et je vous dis du coup à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour la prochaine vidéo.